Thiébagui, c'était une sorte de circuit fermé, hein. C'était un pays dans un pays. On était privilégiés finalement parce qu'à cette époque, avoir le courant dans le village, c'est incroyable. Hein? On trouvait de tout ici. Et il y avait tailleurs, coiffeurs. Il y avait déjà le baby-foot à l'époque, des jeux, la belote, tout ça. Terrain de tennis, terrain de football à côté aussi. Moi, je n'aurais jamais pensé que la mine allait fermer. La mine, elle a fermé parce qu'il y a eu le cours du chrome avait baissé. Et on est partis tous la valise à la main. On a tout laissé dans nos maisons. Ça nous a fait un choc de partir. On est parti vraiment le cœur serré. Toute notre vie, ça a été Thiébagui, quoi. Hein? Alors, pour moi, Thiébagui, c'est à nous, quoi. Bonjour à tous. Si l'aventure de la mine de Thiébagui reste encore si émouvante pour ceux qui l'ont vécue, c'est parce qu'elle illustre à merveille tous les grands bouleversements de cette époque en Nouvelle-Calédonie. Avec la découverte du nickel en 1866 par Jules Garnier, puis des gisements de cuivre, d'or ou de chrome, c'est le début de la ruée vers l'or vert dans les régions de Koumak, Poum et Ouégoua. À Thiébagui, tout commence en 1877, avec la signature du premier acte de concession. Mais c'est en 1901 exactement que l'exploitation du massif démarre vraiment. Lucien Bernem fonde alors la société Le Chrome en 1902 pour exploiter la mine. On est sur le site du vieux village de Thiébagui, donc sur la montagne de Thiébagui. Le village qui reste maintenant, c'est les vestiges d'habitation, de vie sociale et les vestiges industriels de l'exploitation d'une mine de chrome qui a commencé précisément en 1901 et qui s'est terminée en 1992. C'était la plus grande mine de chrome. C'est comme ça qu'on appelait le poumon du Nord. Parce que ça faisait travailler aussi tous les gens de l'Est, de l'Ouest. Et puis, en tout, il y avait près de 2500 personnes. Mais la main-d'œuvre, elle montait jusqu'à 700 personnes. Parce que comme il fallait des gens pour le téléphérique, le graissage, remonter le matériel, tout ça. Et puis, souterrain. Et après, Thiébagui, c'est le centre. Après, vous avez les petites mines autour. La Bella Cosia, Fontoche, Alpha, les gens allaient à pied travailler, vous voyez, et revenaient dormir là, sur le site. Là, on est dans une chambre, là, où mes parents avaient habité à l'époque. Et le papa, il est venu faire l'armée en Calédonie et après, il s'est fait embaucher à Thiébagui comme maître comptable. C'est comme ça qu'il a pu avoir une maison dure, c'était comme ça à l'époque, quoi. Et ma mère, elle travaillait aux cuisines, au club là-haut. Je suis né à Coné, mais bébé, je suis venu rester sur le site avec mes parents. Et j'ai grandi là jusqu'en 1964. Jusqu'à la fermeture de la mine, quoi. Moi, je suis née en 1932. Je suis née à Thiébagui. Mon père a toujours travaillé à Thiébagui. Je suis rentré à la société le 2 février 1951 et je suis parti le 2 février 1961. Mon principal travail était le contrôle de la production journalière. Mon père s'occupait du téléphérique. Le téléphérique, il y a une plaque qui porte le nom de mon père. Moi, j'ai travaillé souterrain pendant 3 ans. Et après, j'ai été affecté à l'usine, quoi, pour le traitement du minerai. Le travail était dur à trouver, et puis ici, il y avait des bons salaires. Mon grand-père était indonésien, mais il était venu sur Coné pour travailler le café. Et après, ils sont montés du fil à oreille. Tiens, Thiébagui, ça payait plus, tout ça. Ça fait qu'ils sont arrivés sur le site. Le travail était assez pénible parce qu'il fallait travailler de nuit. Car le plus pénible
était celui de 11 h du soir à 7 h du matin. Il y a beaucoup qui disaient que c'était pénible tout, mais après ça, j'étais content une fois qu'ils avaient fini leur travail. Hein. Ça dépend. Ceux qui étaient abstraits à travailler dur, il y en a qui sont pompistes, qui sont treuistes, alors donc c'est pas trop dur. Les travaux qui sont contraignants, c'est bien l'exploitation. Hein. Dans la mine souterraine, on travaillait par quart. Donc il y avait généralement le quart du matin et le quart de l'après-midi, enfin du soir. C'était donc de 4 h, 5 h du matin à midi, et puis après jusqu'à 8 h, 9 h du soir. Sauf les contremaîtres, les chefs d'équipe qui évidemment étaient soucieux de bien gérer leur équipe, notamment en raison du risque à cause des explosifs. L'entrée d'un quart dans la mine d'une équipe se faisait au moment où l'autre équipe avait sorti en faisant dynamiter le front d'exploitation du minerai. Donc elle arrivait devant une masse qui venait d'être dynamitée, on avait ouvert en grand les vannes pour l'air comprimé, pour renouveler l'air là-dedans. Et donc le premier travail consistait à évacuer le minerai, à trier, à charger le minerai dans les bennes, à le sortir par le train, d'abord par l'ascenseur pour monter dans le puits. Le train sortait, on pesait ce minerai et on le déversait dans la trémie du téléphérique ou dans lequel il partait en stock à Pagoumen. Donc, sitôt que le tas de minerai avait été évacué, chargé, donc la nouvelle phase de travail, c'était la perforation, le minage d'une nouvelle volée. Et au dernier moment, on chargeait les explosifs et quand l'heure était terminée, tout le monde partait. Le contremaître restait derrière, allumait sa mèche et tout le monde se retirait et ça explosait là-bas derrière et on recommençait le circuit. C'est pas tous qui travaillent dans la mine. Parce qu'il faut faire la différence entre surface et mine. La surface, c'est ici, là. Ben, les gens, ils travaillent en surface, il y a des mécaniciens, et comptables, la géologie, descendaient quand ils avaient besoin seulement. C'était les mineurs, en fond. Les pompistes, les treuistes, les mineurs, hein, c'est ça. C'est dangereux, oui. C'est assez dangereux, mais quand on a travaillé 6 mois, 1 an, on arrivait à voir comment il fallait travailler. Hein. Des fois, la sirène se mettait à déclencher à tout moment. Ça veut dire qu'il y avait un accident mortel au tunnel. Alors tous les gens montaient et approchaient le tunnel pour savoir qui était décédé. Ah, ça tournait 24 sur 24. Hein. La centrale produisait l'électricité, l'air comprimé. L'électricité, c'est pour s'éclairer en surface, en mine, et pour pomper l'eau. Alors, il y avait un tuyau avec le robinet pour remplir. Alors, il y avait un Vietnamien, je ne sais pas, il a fait quoi, il s'est fait couper, là. Et puis, l'inspecteur du travail, il est venu, l'inspecteur, je ne sais pas trop quoi, il a demandé comment il a fait. Et puis l'autre, il n'a pas réalisé, il a refait la même chose, il s'est coupé un autre doigt. Là, il y a encore du minerai, là, du chrome B là-dedans. Ça, c'est un peu noir, ocre. Voilà, vous avez un spécimen, là, ici, là. C'est du B, là, que vous voyez, hein. C'est pas du chrome A. Le chrome A, il est fin. Quand on fait du dynamitage, ça tombe fin. Voilà. Un peu plus haut, comme ça, il y avait une bascule là-bas. Le téléphérique, ça servait à transporter le minerai vers Pagoumen. En bas, il y avait un carreau qu'on vidait dedans. Et puis après, on le reprenait dans les wagons avec des pelleteuses
quand les bateaux arrivent, qui ont déversé dans un chaland, et puis ramassés par un certain nombre de crapauds pour charger le bateau. Crapaud, c'est une pelle quoi, qui tombe et puis qui se referme en bas. Le téléphérique servait à descendre le minerai, mais aussi à monter les marchandises, parce qu'à cette époque, les voitures ne montaient pas à Thiébagui. Ça servait pour emmener des matériaux. Tiens, le bois, quand c'est pas le camion qui monte, on mettait sur les téléphériques le bois pour faire le boisement. Le téléphérique, ben voilà, il est utilisé pour descendre le minerai et une fois qu'il tournait en bas, on mettait quelques courses dessus autour. Et nos gamins, ben, on sautait dedans pour arriver plus vite sur le site, mais il ne fallait pas se faire choper, quoi. Et les anciens disaient, ben, allez, saute là avant d'arriver en bas. Sinon, la direction va se faire courser, quoi. Alors, on déversait ça dans les petites bennes que vous voyez en bas, là. Ça fait à peu près 600 kilos, 700 kilos. Puis ça montait, ça partait vers Pagoumène. Ici, il y avait une lampisterie, là. Les gens, ils passaient là, ils mettaient un ticket, et puis on lui donnait une lampe électrique. Là, c'est par là, là. Ici, hein, vous avez tous les locaux, là, avec les wagons. Là, c'était les wagons qui montaient dans les cages, là, qui allaient directement à la recette principale. On les chargeait, puis on envoyait ici, en surface. Voilà la loco, là. La mule électrique, ah ben voilà, la bascule. Voilà. Ça, c'était une bascule aussi. Alors ici, on a la rentrée de la mine, là, ici, là, c'est la côte de 487. Tout rentrait là, matériel, mineur, tout. Il y avait des trous de 15, 20 cm de diamètre. Hein. C'était en cas d'invasion japonaise. Là. Ils sabordaient la mine, mettaient les explosifs dans le trou. D'ailleurs, si on rentre dedans, on voit les trous encore. Ici, on a le bureau de surface, là. C'était là. Les contremaîtres, ils venaient faire leurs réunions. Tout le staff, c'est ici, là. On recevait le courrier de Nouméa. Quelqu'un allait chercher le courrier tous les après-midi, en bas. Venait chercher le courrier ici. Et puis, à M. Herouet, il pointait les rentrées, les sorties, là. Et ils ont même donné un nom, c'est le gouverneur, lui. C'est pas méchant, hein. Au départ, ce sont les bagnards qui vont servir de main-d'œuvre pour la mine de Thiébagui. Les compagnies minières les louaient à l'administration un demi-franc par jour et par forçat. Mais avec la fin du bagne, les exploitants se tournent vers l'étranger, et notamment vers l'Asie, où se trouve une colonie française, le Tonkin, plus connu aujourd'hui comme le Vietnam. Les premiers Tonkinois arrivent dès 1891 avec des contrats de 5 ans. On va les surnommer les Chandang, ceux qui ont les pieds liés. Ils seront suivis par beaucoup d'autres travailleurs venus du Japon, des Nouvelles-Hébrides ou encore de l'île de Java. Il y avait les Vietnamiens, ils sont arrivés ici, ils sont arrivés par contrat. Et puis après, il est arrivé une équipe d'Italiens, de Wallisiens, de Tahitiens, de Mélanésiens. Mais les Mélanésiens des alentours de Koumak ne travaillaient pas dans la mine. Ceux qui travaillaient dans la mine, ce sont des Mélanésiens de plus loin qu'ici, parce que pour les Mélanésiens des alentours de Koumak, la mine était tabou. Dans la mine, ils travaillaient en surface. Il y avait plusieurs, comme on dit, plusieurs ethnies. Et il y avait les Mélanésiens, on appelait comme ça à l'époque. Ben eux, ils avaient leur quartier, mais ils venaient des îles, de Marais, Lifou, Ouvert. Ici, il n'y avait pas de frontières. Tout le monde était mineur.
que ce soit un Asiatique, un Européen, ou Calédonien, il n'y avait pas de barrière. Tout le monde était mineur. C'était l'égalité parfaite ici. Thiébagui a toujours été un creuset de mélange ethnique. Tout le monde faisait l'effort de se comprendre. Il y avait le quartier tankinois, en réalité, il était le quartier des engagés tankinois. Mais les engagés tankinois, au bout de leur période d'engagement, s'ils s'étaient plu et qu'ils avaient fait la démonstration de leur capacité au travail, ils continuaient à être embauchés sous le régime libre. Et là, il y a eu des tankinois établis dans des belles maisons. On a trouvé ici des tankinois chefs de mine, des tankinois chefs d'atelier, qui faisaient à ce moment-là partie des cadres. Suite à la Seconde Guerre mondiale, ils sont repartis. Et là, on a fait venir des Italiens et des Wallisiens pour remplacer tout ça mélangé avec les Européens des bassins d'emploi de la région et quelques Mélanésiens qui venaient rejoindre tout le monde ici. Au début de son exploitation, la mine de Thiébagui n'était pas facile d'accès. Il n'y avait pas de voiture, pas de transport, on circulait souvent à cheval. Du coup, en 1907, le fondateur de la société d'exploitation de la mine, Lucien Bernem, décide de développer un village à Thiébagui, afin que le personnel puisse être logé sur place. Un village bien organisé, avec tout le confort moderne. Eh bien voilà notre maison où on a vécu dans les années 56. Nous sommes arrivés à Thiébagui 5 jours après notre mariage. Nous avons habité dans une demi-lune à Thiébagui pour notre lune de miel, mais qui a été entière, elle. Ah ben, je suis dans mon ancienne maison ici, là. Il n'y a plus de toiture. J'habitais là avec ma femme et puis ma femme avait un garçon. On n'est que 3. Là. On avait cette grande bâtisse là pour évoluer dedans. C'était trop grand pour nous. Toutes les chambres n'étaient pas occupées. On avait une véranda en bas. Il y avait la buanderie là. Voilà la cuisine. Ici, il y avait les douches, là, la fosse septique là-bas. Les sanitaires, c'est-à-dire. Tiens, voilà le chauffe-eau. La fosse septique était ici, là. Ici, sur le village de Thiébagui, on a relevé dans les registres d'employés de Thiébagui la présence de plus de 600 personnes. 620 à 630 personnes. La structure d'une famille de l'époque, c'était évidemment le couple, mais aussi plusieurs enfants, jusqu'à 5, 6, 8 enfants. Donc il n'est pas exagéré de dire qu'il y avait à Thiébagui même un minimum de 2500 personnes qui habitaient ici. J'ai pris la responsabilité d'amener ma femme ici, sur mine, à Thiébagui, mais tout au début, il n'y avait vraiment pas le confort. Mais elle a résisté et nous avons gravi les échelons ensemble, appuyés l'un sur l'autre. On était un petit peu dépaysés, surtout moi qui venais pour la première fois. J'étais un petit peu perdue, mais avec l'ambiance qu'il y avait sur mine, je me suis prise à avoir des amis. On passait nos journées à discuter, les uns chez les autres, et puis finalement, on était très bien à Thiébagui. On avait quand même un peu de tout à Thiébagui. Il y avait d'abord le confort qu'on n'avait pas dans nos petits centres. On avait la lumière, l'électricité. Pour nous, c'était vraiment un progrès. Un souvenir vraiment qui m'a marqué, c'est qu'à un moment, on appuyait sur un bouton et on avait la lumière. On était privilégiés finalement parce qu'à cette époque, avoir le courant dans le village, c'est incroyable pour cette époque. Parce que dans les autres centres, il n'y avait pas le courant comme on avait à Thiébagui. À l'extérieur du village de Koumak, c'était rien du tout. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait aucun moyen, aucun confort, il n'y avait rien. Alors qu'ici, il y avait tout. Mais oui, à Nouméa, il y avait pas des endroits, le frigidaire, c'était pas courant, les machines à laver. Mais ici, c'était courant, tout le monde avait sa machine à laver. Thiébagui, c'était une sorte de circuit fermé, hein. C'était un pays dans un pays. Hein.
C'était un État dans un État, un territoire dans un territoire. Ils avaient leur store, les magasins, toutes les commodités qu'il y avait que Nouméa, on n'avait pas. Les commissions de Nouméa, tout ça, arrivaient au WAC de Pagoumène. Et après, transportés par camion jusqu'au village. Mais ici, il y avait 2 magasins. Il y avait le magasin Lavoie, il y avait le comptoir Ballonde. Il y avait des Vietnamiens qui avaient aussi des petits magasins. Eux, les Vietnamiens, il y avait tailleurs, coiffeurs, tout ce qu'on veut, c'était les Vietnamiens. Ma mère, elle faisait tout aussi. Ma mère, couture, blanchissage, commerce, tout, c'était... Elle n'était pas vietnamienne pourtant. Hein. Au club, il y avait tout, ils servaient les repas, tout ça. Mais il y avait déjà le baby-foot à l'époque, des jeux, la belote, tout ça. On trouvait de tout ici. Les Vietnamiens, ils vendaient les légumes. Terrain de tennis, terrain de football à côté aussi. Il y en avait en bas, terrain de football aussi. Cricket aussi. Il y avait le cinéma quasiment toutes les semaines dans la salle des fêtes. Il y avait un bal très prisé une fois tous les mois. L'eau potable à profusion, l'infirmerie et les soins avec une infirmerie moderne dotée d'une salle de radiologie, d'une salle d'opération. On se contentait de la fête avec des instruments de musique de l'époque. Dans une salle des fêtes qui faisait la renommée de Thiébagui. Thiébagui a attiré au moment de ces fêtes-là toute la jeunesse dynamique de la région. On avait une poste en bas, oui. La poste en bas. Il y avait l'hôpital. Il y avait un docteur à Thiébagui même. Mais ça a été le seul. Après, c'était le docteur de Koumak qui venait à Thiébagui faire les visites. C'était pour que la vie de famille soit plus agréable, tout ça, parce que comme ça, on n'avait pas besoin de descendre à Pagoumène, on avait tout là sur le site. Ouais, c'était magnifique, quoi. Comme les Tonkinois étaient nombreux et avaient beaucoup d'enfants, il y avait, aux frais de la société de Thiébagui ici, une petite école dans laquelle on mettait les enfants tonkinois pour leur apprendre à parler français. Et les instituteurs étaient rétribués par la société de Thiébagui. Rien n'avait été oublié à Thiébagui pour permettre aux employés de la mine de bien vivre sur place. Et surtout pas l'école. L'école qui reste pour tous un souvenir inoubliable. Je suis restée 10 ans à Thiébagui et j'ai eu la chance d'enseigner un cours préparatoire où j'avais 25 élèves, en priorité des Vietnamiens. Mais j'avais quand même toutes les ethnies. J'avais même des petits Américains, des Wallisiens, des Tahitiens, des petits Kanaks, des petits Calédoniens. Et c'était vraiment mon bonheur, là. Être en contact avec les enfants, c'est ce qui me plaisait le plus. Moi, j'étais là, au 2e rang à l'école. Et ici, c'était séparé en 2. Il y avait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et la maîtresse, c'était Céline Colleux qui m'a fait l'école, ici. Mon premier jour de classe à Thiébagui, en 57, j'ai eu une classe de 55 enfants. 55 élèves, CP, CE1, CE2, pendant un mois. Il y avait des Vietnamiens, un peu de Wallisiens, des Javanais. Moi, ma souche, le grand-père était indonésien, et puis voilà, c'était un mélange de cultures. Il y avait des Européens, il y avait même des Anglais, des Américains, les enfants des cadres. Ils s'entendaient bien, les enfants, il n'y avait pas du tout de bagarre entre eux, rien. C'était bien qu'on m'aimait. On jouait aux billes, on jouait au volley, au football. Il y avait une bonne ambiance, quoi. Je me souviens bien du nom des élèves. J'ai même une élève, Marie-Josée Blanc, maintenant elle est retraitée. Je me souviens de sa date de naissance.
quand il y a eu l'inauguration du quartier asiatique, j'étais là-bas. Il y en a un que j'avais, je me souvenais bien de son nom, il s'appelait Nam. Et puis, donc on s'est revus 50 ans après. Il est venu à côté de moi, il a mis une bague à mon doigt. Pas une bague de valeur, mais pour moi ça a été quelque chose de... C'est touchant quand même. Hein. Je trouve que ce sont les plus belles récompenses. En 62, la mine elle a arrêté, je veux dire l'activité, mais ils ont gardé 18 familles pour l'entretien du site. Ça fait qu'il y avait encore l'école jusqu'en mai 64. En 62, ils ne vendaient plus rien. Hein. Puis après, on est resté 2 ans pour mettre en état en cas qu'il y avait une reprise. Mais pendant 2 ans, il n'y a pas une reprise et puis ça a été la fermeture totale. On était 12 pour faire ça. Hein. Les autres, ils étaient partis déjà. Alors ils étaient remerciés par paquet, puis on leur donnait les indemnités. Il y en a, ils sont partis en Indochine. Les Wallichiens, bon, j'ai réussi à placer dans les travaux publics, Nouméa, La Foi. Ça fait on est parti sur Pagoumène et ils nous ont vendu aux parents les maisons. J'ai profité pour acheter la maison. Mais à Pagoumène, on était 80 familles et maintenant, à l'heure actuelle, on n'est plus que 22 familles. Moi, j'ai quitté Thiébagui fin 64 et ça a été dur. Ça a été dur de quitter l'école parce que j'avais des petites filles. J'avais des petits élèves qui étaient au cours préparatoire. C'était au mois de septembre que la mine a fermé, aux vacances du mois d'août. Alors j'ai su après que les petites filles regrettaient l'école de Thiébagui. Même la cour de Thiébagui, c'était mieux que la cour de l'école de Pagoumène, alors que l'école de Pagoumène, il y avait des arbres, de l'herbe. C'était vraiment une belle cour. J'ai vraiment aimé mon métier. Ça a été quelque chose de... Pour moi, ça a été quelque chose de formidable, hein, d'avoir fait dans la vie ce que j'avais envie de faire quand j'étais gosse. En 1964, l'effondrement des marchés mondiaux du minerai de chrome cause la faillite de la société et sa fermeture. Les employés de la mine et leurs familles doivent quitter le village de Thiébagui. Ce sera un véritable traumatisme pour certains d'entre eux. Ça a été sentimentalement une catastrophe. Il y avait tout, c'était leur vie ici, c'était le travail d'une part, donc c'est un choc de perdre son travail, sûr, mais aussi de quitter des lieux dans lesquels on avait relativement bien vécu. C'était les grandes eaux, hein. Oh, ça a été dur, hein. Puis c'était mon village natal finalement, toute ma jeunesse, mon enfance, ma jeunesse, et puis l'école, j'avais quand même enseigné environ 7 ans à Thiébagui. Et ça a été vraiment très dur. La mine Thiébagui, ça a quand même été quelque chose d'extraordinaire quand même, parce que ça rapportait quoi, l'argent. C'était une mine importante quand même. Il y a plusieurs années, avec mon mari, on est retourné, mais alors il n'y avait plus rien, les maisons, tout en brousse, tout. Ça, vraiment, ça faisait mal au cœur. Malgré les années qui ont passé, pour moi, c'est chez moi toujours. Je pense que Thiébagui, avec notre famille à nous, mon père, comme toute notre vie, ça a été Thiébagui, quoi. Hein. Alors pour moi, Thiébagui, c'est à nous, quoi. En 1992, la société Inco cède le site historique de Thiébagui au territoire, qui le rétrocède à la commune de Koumak. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien est alors créée pour préserver et réhabiliter le site. Ça fait 20 ans que je travaille sur le site, alors je fouille autour des maisons, tout ça, je retrouve des objets. Et là, il y a pas mal que j'ai stocké. Et après, il faut prendre le temps
pouvoir les nettoyer, les exposer, tout ça. C'est nous qui avons commencé ça, ce travail-là. Rénover, réhabiliter. Avant, c'était tombé en ruine, tout ça. Le but, c'est de faire un gîte. Voilà, rénover encore quelques bâtiments et après pouvoir loger des gars et puis avoir une cantine, tout ça, pour recevoir les visiteurs. C'est le patrimoine, bien sûr, il faut le garder et puis on transmet ça à nos gosses, tout. C'est notre vie qu'on a passée là. Comme moi c'est ma vie. C'est important parce que c'est un patrimoine pour commencer, pour la province, non? C'est l'histoire du passé, hein? C'est vrai, c'est notre histoire aussi, l'histoire de la Calédonie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante, sur lestrasdupassé@nctv.nc. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro des Traces du Passé. Bonsoir à tous.